Bonjour tout le monde. Welcome everyone. I thank you for joining us for the second virtual event of New Conversations 2.0 initiative. It's a virtual tour building on the 2018 Provincial Awareness Tour around the demographic and labor market challenges of New Brunswick. The event is bilingual and we have simultaneous interpretation. You can choose the language of your choice on the lower right-hand corner. Cet événement est bilingue et nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez choisir la langue de votre choix au bas de votre écran à la droite. Nous visitons 15 différentes régions à travers la province, virtuellement à cause de la pandémie, bien évidemment, apportant des données sur le remplacement de la main-d'œuvre, des informations sur l'importance de l'immigration pour les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration future sur les systèmes clés de notre province et l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser en soutien de l'immigration au niveau local. We are also making the space for people, employers, community members, newcomers to share their stories and experiences of immigration. People are coming into our province and everyone has a role to play in the creation of communities and workplaces where notions of diversity, equity, and inclusion are at the heart of policies, processes, and planning. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et de nouvelles conversations sont encore nécessaires pour s'assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien significatif pour eux de choisir d'appeler le Nouveau-Brunswick et vos communautés leur chez eux. Today, we dedicate this session to the Chaleur region. Before we dive in, I would like to acknowledge the unceded Wolastoqey, Mi'kmaq, Passamaquoddy territories we currently stand on and wish to thank them for allowing us to gather. To recognize the land as an expression of our gratitude to those whose territory we're on, and a way of honoring the Indigenous people who have been living and working on the land since time immemorial. It is important to understand the longstanding history that has brought us to reside on the land and to honor that history as we continue to welcome new families to these lands and work together towards reconciliation. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds et nos organisations partenaires qui ont contribué à cet événement. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail NB, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue NB, le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la coopérative de développement régional, l'Université de Moncton, l'Université du Nouveau-Brunswick, New Brunswick Community College, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et pour cet événement en particulier, l'Association multiculturelle Région Chaleur, la ville de Bathurst et la Chambre de commerce Chaleur. And finally, before introducing our special speakers this morning, I have the obligation to set some ground rules and mention some housekeeping items in order to ensure that this is a meaningful experience for everyone, including you, the audience. First, this event will have three parts: a presentation from our resident economist, Richard Saillant, followed by a brief Q&A, a panel, and a discussion before we close. We want this event to mean something to you, so please do engage with questions in the chat function within Zoom. As the facilitator, I will be picking a few and asking them during the Q&A period. However, you will also have a chance to ask your questions in person. And to do so, please use the raise hand function, and I will mention your name and tell you when you can ask a question or share a comment. We ask that you keep your microphones on mute unless told to otherwise to avoid any background noise and sound feedback. We also encourage you to turn on your cameras. It's always better to see faces and it leads to a deeper and more meaningful engagement. If we have any tech interruptions, please stay with us. It's always a risk when we're trying to do something like this live, but we will hopefully be avoiding any disruptions. This session will be recorded and we are providing simultaneous interpretation, as I mentioned at the beginning. You can choose the language of your choice on the right-hand corner again. You can also download English and French presentations from our website, newconversationsnb.com. And with that, I would like to introduce the Acting Mayor of Bathurst, Lee Stever. Your Worship, the screen is yours. Thank you very much. On behalf of the City of Bathurst, I'm happy to welcome you this morning as we host Richard Saillant for a presentation on the Chaleur region's population and workforce projections and the importance of immigration in its growth. Au nom de la ville de Bathurst, il me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Alors que nous recevons M. Richard Saillant pour une présentation sur les réalités démographiques et de la main-d'œuvre de la région Chaleur, l'importance de l'immigration pour sa croissance.
La ville de Bathurst appuie cette initiative, alors qu'il a une grande importance pour que nous établissions notre vision et philosophie collective sur l'immigration, pour que l'on soit en mesure d'avoir les outils nécessaires afin de surmonter les défis de nos opérations et de générer des occasions tangibles dans notre croissance démographique et économique. In these times, thinking and working differently is paramount if we are to increase our success in all of our initiatives. Having a comprehensive immigration strategy is of great importance if we are to enhance our demographic and economic standing, ensuring future growth. For this, the City of Bathurst proudly supports this initiative. So we look forward to the following presentation by Mr. Sayan. As well, we look forward to working with the groups involved afterwards. J'ai hâte d'entendre la perspective de M. Sayan et ce qu'il va nous partager dans ce dossier important. À tous les participants, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. To all participants, thank you for being with us today. Un gros merci à ceux et celles qui ont participé dans la mise en place de cet événement. À la part de la Ville de Bathurst, son conseil, nous vous remercions. Thank you to the organizers for organizing such a great event. Bon événement, enjoy the event. Merci beaucoup, merci Trevor, merci d'être avec nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais présenter l'économiste et consultant en politique publique, M. Richard Saillant. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans les milieux gouvernementaux et universitaires. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères, y compris le bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé 4 livres, dont Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite de Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada, à l'ère du grand déséquilibre démographique. Welcome, Richard. The screen is yours. Well, thank you very much. Thank you, Mayor Stever, Deputy Mayor Stever, for the kind words. I'll be making my presentation today in both official languages. I will be starting in French, and then towards the second half, I'll be switching over to English. So as Nicole said, please avail yourselves of the services of the interpreter if you wish so. There's a button at the bottom. So I'm going to share my screen with you today. I'm assuming everything will work fine. Let's hope. There we are. Essentially, my objective today is to talk about the imperative for immigration in the Bathurst area, but also discussing what the future could look like in Bathurst, assuming a variety of scenarios for population growth. So the conversation is about immigration, obviously, but fundamentally, et là, je vais passer en français. Le défi fondamental, bien sûr, pour la raison pour laquelle on est tous autour de cette table virtuelle-là, c'est le défi démographique que connaît l'ensemble du Nouveau-Brunswick et même l'ensemble du pays, mais que Bathurst également, en tant que région, connaît également. Donc, on va vous parler un peu, là, on va vous offrir des données qui sont vraiment spécifiques à votre région, qui vont vous permettre de mieux comprendre votre région, plutôt que d'avoir des données plus générales sur l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Et ensuite, on essaiera de faire quelques scénarios. Donc, bien sûr, on va commencer par définir qu'est-ce qu'est la région de Bathurst, les chiffres que vous allez voir. On a pris ce qu'on appelle l'agglomération de recensement. Donc, ça inclut Bathurst, la cité, la ville de Beresford, les villages de Petit Rocher et de Pointe-Verte, Promenation de Pabineau et les paroisses de Bathurst et Beresford. Ça n'inclut pas Belledune parce que ça ne fait pas partie de l'agglomération de recensement. Mais les chiffres que vous allez voir là, ça donne un aperçu assez global, puis Belledune ne changerait pas réellement les chiffres que vous allez voir. Donc, commençons par parler des tendances globales. Une seule diapositive là-dessus. Vous remarquerez, vous voyez à l'écran la pyramide des âges pour le Nouveau-Brunswick et celle pour le Canada. C'est intéressant de remarquer que celle pour le Nouveau-Brunswick ressemble un peu à une maison avec le toit, si vous voulez, qui est formé par principalement avec la génération des baby boomers, qui va de l'âge de 55 à environ 74-75 ans. Donc, au Nouveau-Brunswick, les baby boomers dominent toujours la pyramide des âges. Au Canada, ce n'est pas le cas. La jeune génération d'adultes, les millennials, donc les millennials, est maintenant plus importante au Canada que les baby boomers.
Et la raison pour ça, comme on va le voir, c'est qu'au Canada a accueilli bien davantage de nouveaux arrivants que ne l'a fait le Nouveau-Brunswick dans l'ensemble historiquement. Donc, ça vous montre un peu la puissance de l'immigration et de la migration pour rafraîchir une population. Donc là, on va maintenant comparer le Bathurst au Nouveau-Brunswick. Ce que vous voyez ici, c'est la croissance de la population selon le groupe d'âge. Donc, on répartit la population selon le groupe d'âge et puis on regarde ça pour de 2010 à 2020. En rouge, vous retrouvez l'agglomération de recensement de Bathurst et en gris, vous voyez le Nouveau-Brunswick. Regardez les âges de 0 à 14 ans jusqu'à, je dirais, 35-44, même 45-54. Ce que vous voyez, c'est qu'à Bathurst, on a connu un déclin plus prononcé de cette population-là, donc la population plus jeune de Bathurst par rapport au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ce qui explique pourquoi Bathurst vieillit plus rapidement. Bathurst ne vieillit pas plus rapidement parce qu'il y a davantage, on a une plus forte croissance de personnes âgées. Ce n'est pas le cas. Le Bathurst et le Nouveau-Brunswick ont des proportions comparables, pas de proportions comparables, mais une croissance comparable de personnes âgées. La différence, c'est que le Nouveau-Brunswick a accueilli ou a perdu moins de jeunes personnes. Donc, lorsqu'on regarde le vieillissement, c'est important de se concentrer sur le fait que ce n'est pas seulement le fait qu'on a une plus forte concentration de personnes âgées, c'est qu'on accueille moins de jeunes. Donc, vous le voyez sur un diapositive comme celle-là, que Bathurst semble avoir perdu davantage de personnes que le Nouveau-Brunswick en moyenne. On va regarder pourquoi c'est important. Mais pourquoi c'est important de contrer les effets du vieillissement? C'est parce que lorsque on a une société qui vieillit, on a une population, une main-d'œuvre qui, elle, cesse de croître ou croît plus lentement. Donc, à gauche, sur ce graphique-là, vous voyez qu'au Canada, au cours des 10 dernières années, la croissance économique a quand même été assez robuste. L'économie canadienne est environ 25 plus grande qu'elle l'était il y a une dizaine d'années. Nouveau-Brunswick, par contre, on a connu une croissance beaucoup plus modeste. C'est à peu près 4 fois plus modeste qu'au Canada. Et la principale explication pour ça, on le voit dans le graphique de droite, la partie droite du graphique, c'est que la population active au Nouveau-Brunswick, ce que vous voyez en bleu, a décliné. Donc, le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick a été en déclin, alors qu'au Canada, ça a augmenté d'environ 10 Donc, à peu près la moitié de notre différence de performance économique avec le Canada est attribuable au fait qu'on a perdu des travailleurs. Et si on prend l'agglomération de recensement de Bathurst, on ne peut pas mesurer l'économie de Bathurst, mais on peut se douter du fait que l'économie de Bathurst a sans doute diminué dans les 10 dernières années parce que la population active, le nombre de travailleurs à Bathurst a diminué beaucoup plus rapidement, environ 7 fois plus rapidement que dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, ça nous donne une indication là, des effets du vieillissement sur l'économie de la région de Bathurst. Ceci, je vous dirais, c'est la diapositive la plus importante pour vous expliquer le défi de Bathurst. Ce que vous voyez sur une diapositive comme celle-ci, c'est la progression du nombre de personnes à chaque année, là, le nombre de personnes qui atteignent, l'âge de 65 ans, qui est l'âge officiel de la retraite, là où les gens en général prennent la retraite, et deux, l'âge de 15 ans, qui est l'âge officiel de travailler. Ça vous donne une indication du nombre de jeunes. Je suis sûr qu'à 15 ans, ce n'est pas tout le monde qui va travailler, mais du nombre de jeunes qui sont disponibles pour travailler. Quand vous regardez l'évolution des courbes, vous voyez que jusqu'à presque le tournant de la dernière décennie, on avait plus de jeunes qu'on avait de personnes âgées qui atteignaient l'âge de prendre leur retraite. Donc, le marché du travail nous fournissait un peu un vent favorable. Ça nous aidait à faire croître notre économie. Alors que depuis le tournant de la dernière décennie, on voit l'inverse qui se produit. Qu'est-ce qui se passe? En 2011, le premier baby boomer a atteint l'âge de 65 ans. Donc, c'est ça qui est en train de se produire, c'est que les baby boomers quittent progressivement les rangs de la population active. Donc, pour vous donner une idée de l'écart à combler dans une place comme Bathurst, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre ceux qui atteignent 65, qui ont environ 575 personnes, et ceux qui atteignent l'âge de 15 ans d'environ 260, 270 ou à peu près. Donc, il y a un écart d'environ 300 personnes annuellement là, qu'il faut essayer de combler avec des nouveaux arrivants, sinon on va avoir la difficulté à faire croître le marché du travail. Donc, ce que vous voyez, là, c'est que c'est quand même un écart qui a grandi beaucoup au cours de la dernière décennie. Puis l'objectif, ça va être d'essayer de rétrécir cet écart-là, si vous voulez. On va parler des choses qui sont encourageantes jusqu'à un certain sens. C'est que lorsqu'on a de nouveaux arrivants dans nos collectivités, typiquement, ces gens-là sont relativement de jeunes adultes
sont en âge d'avoir des familles ou qui ont déjà des enfants ou qui sont en âge d'avoir des familles. Donc, un des avantages de la migration, de l'immigration, c'est qu'on pourrait stabiliser notre population d'âge scolaire. Donc, les écoles ne se videraient pas grâce à l'immigration. Pour voir la promesse de l'immigration, par exemple, regardez la ligne un peu gris ou un peu plus noire, là, foncée. Ça, c'est la région métropolitaine de Moncton. À l'intérieur de 10 ans, vous voyez qu'il y a eu une croissance de la population d'âge scolaire. Donc, les écoles à Moncton sont en croissance. Et le défi, c'est d'accommoder cette croissance-là en construisant de nouvelles écoles. Donc, la migration peut vraiment avoir un impact favorable. Dans la région de Bathurst, vous voyez que la courbe commence à se stabiliser un peu. Donc, ça montre quand même qu'il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'immigration, on va en parler tout à l'heure, mais il y a quand même eu un effet positif. Donc, le défi, c'est de stabiliser cette courbe-là puis essayer de la faire croître. Donc, mais on voit quand même un peu de progrès par rapport au passé, là, donc depuis, disons, 2017 là, ou à peu près. Il y a des sérieux défis qui nous attendent avec si on ne réussit pas à faire face aux défis de la main-d'œuvre. Puis j'essaie d'en illustrer un avec un graphique comme celui que vous voyez là. C'est que lorsque on a de moins en moins de travailleurs dans notre économie, il y a deux choses qui se produisent. D'une part, on perd des emplois dans le secteur privé. Regardez la courbe rouge. Dans la région de Hamilton-Miramichi, on n'a pas les données pour Bathurst, mais ça donne une bonne indication. On est en déclin assez prononcé depuis déjà environ, ça fait presque une quinzaine d'années déjà. On peut parler d'une perte de aisément 10 000 emplois dans le secteur privé pour la région de Hamilton-Miramichi. Dans le secteur public, ce n'est pas constant, mais vous voyez qu'il y a quand même une augmentation. Pourquoi? Parce qu'avec une société vieillissante, la main-d'œuvre se transpose tranquillement du secteur public vers le secteur privé parce qu'on doit avoir davantage de soins de santé, davantage de soins pour les personnes âgées, mais aussi, donc, règle générale, ça demande des investissements publics. Par contre, pour payer les investissements publics, à moins qu'on reçoive juste des transferts d'Ottawa, il faut avoir une plus grande assiette fiscale. Donc, il faut faire croître le secteur privé. Donc, on a besoin des deux. On a besoin que la courbe rouge, là, qu'on commence à la faire augmenter progressivement pour mieux soutenir les dépenses publiques à l'avenir. Et parlant de dépenses publiques, on peut les illustrer ici, quelle sorte de pression auxquelles on fait face associée au vieillissement de la population. Ce que vous avez là, c'est simplement l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé et les soins aux personnes âgées en général. Ça n'inclut pas l'inflation générale, l'inflation des salaires ou encore la technologie ou quoi que ce soit. C'est juste l'impact du vieillissement pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick, bien sûr. D'ici 4 ans, on peut parler de presque 400 millions de dollars supplémentaires, de pression supplémentaire. Je ne dis pas qu'on va dépenser 400 millions de plus, mais il y a ces pressions-là. Vous voyez, d'ici une dizaine d'années, ça va augmenter à 700 millions et d'ici 2035, on parle au-delà du milliard de dollars. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le premier baby boomer atteint l'âge de 75 ans cette année. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la population des gens qui vont commencer à avoir besoin de beaucoup de soins va se mettre à exploser dans les années à venir. Présentement, il y a environ 65 000 personnes au Nouveau-Brunswick qui ont 75 ans ou plus. Dans une quinzaine d'années, on parle aisément de 140 à 145 000 personnes. Donc, ça nous donne une idée du défi. C'est un défi non seulement financier, mais aussi au niveau de la main-d'œuvre, parce qu'il va falloir trouver des gens pour combler les postes qui vont être libérés, mais aussi pour augmenter les services de santé dans les années à venir. Donc, je vous ai donné un peu l'aperçu au niveau démographique. Maintenant, on va parler de scénarios plus concrets. Essayez de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour, je dirais, dans ce cas-ci, David a préparé des projections pour les 20 prochaines années. So, I'm going to switch to English now. David Campbell, my colleague, has prepared scenarios. Just to give you an impression, the order of magnitude of the type of growth that we would need to see in welcoming in terms of newcomers in order to meet a variety of objectives in terms of labor force growth. So why do we need the region to grow the population? We've already talked about this, but beyond what we discussed, there's obviously many strategic industries in Bathurst. It includes forestry, and now there's mining also that seems to be restarting. There are growth opportunities and we need to seize them, but in order to have those growth opportunities, we're going to need the labor. There's approximately 1,000 employers in the Bathurst area. And there's an obvious risk that if we can't find the workforce, that
that some employers could leave, particularly if they can operate from somewhere else. So that's the reason why we need further growth in the Bathurst area. So we're going to look at three scenarios. I'm not saying that this is what's going to happen. It's to give you a sense of what we would need to do in order to achieve certain labor force objectives. There are essentially three scenarios that David has prepared. The first scenario is what happens if we remain on the current population trajectory. So that will be the status quo scenario. The second scenario will be what kind of growth would we need in order to just stabilize our workforce, just not to grow the number of workers, but just stabilize the workforce. And the third one would be if we are ambitious and we want to grow the labor force in Bathurst, what would we need? What kind of numbers are we looking at? Okay. So let's start with the first scenario. The first scenario is by 2040, what happens if there is no growth in the population? Well, if we are on the current trajectory, what you would see is a population decline of about 4%. So it's not that big when you think about it. 4% is probably less than what we've seen in the past. But the problem is because it's related to aging, the actual impact on the workforce is 7 times greater. So what you would see without any changes to the trajectory is the likelihood that the Bathurst area could lose up to 4,000 jobs, or not jobs, but workers, and therefore jobs. What would happen if this scenario were to materialize? Well, there's a potential loss in export industries, particularly those who don't depend on the resource being in the area. There's an increasing share of the workforce that's going to be employed in local services. So in the private sector, you can expect that employment losses could be even greater than 4,000, and that the growth in private sector jobs would be mostly in local services, jobs that need to be there locally to serve the population. So that scenario, I use a name for that, and I call it deindustrialization, which is just essentially the loss of the industrial and export muscle of the region. So it's not a pleasant scenario to contemplate, and that's why we're having this conversation here today. So we're going to look at the next scenario, which would be stabilizing the workforce. What would we need to do? Well, we would need to see an increase in the population it's a robust increase of almost 6,000. And that would allow the workforce to stay at around 14,000, which is its current level. By the way, the population has not grown this fast for decades. It did happen at a time when Bathurst in the 70s was actually the fastest growing economy in all of New Brunswick. So what would be the implications of at least stabilizing the labor force? Well, even there, you'd see an increasing share of the workforce employed in local services, public and private, because the population is aging. So there would still be a challenge in terms of workers for industries that are export oriented, particularly the types of jobs that can migrate elsewhere. If you're thinking, for instance, of a call center or something like that. And obviously there'll be difficulties expanding new industries if we are having a challenge just maintaining the existing private sector workforce. So let's dream a bit more and think about what it would mean to grow our labor force by a relatively modest 0.5% per year. We'd be talking about a population increase of 21%, a workforce increase of about 1,400 or 1,500. And what would happen in terms of potential implications is that the region would have the workforce needed to meet the expected demand on local services and perhaps some room for improvements. So let's look at the numbers in terms of what this means for the actual immigration flows on an annual basis. So if we wanted to at least maintain the labor force or even grow it a bit, we'd be talking of moving the growth in immigration in the Bathurst area, ramping it up from the current level of around 67, 70 per year to between 400 and 500 per year. And even in the case of growing the workforce, it's closer to 550. So obviously it's a massive challenge. I'm not saying that necessarily it will be achieved, but we have to reach to have ambitious goals to try to aim in that direction.
And obviously, this will not happen by itself. This is not just something that we think it's going to, just because there's a vacuum that people are going to come and fill it. We're going to have a proactive strategy and a deliberate population growth plan for the region. So I'm going to conclude this presentation talking about this a bit. So what would be the elements of a population growth plan for the Bathurst region? Obviously, the first point that we need to take into consideration is that the local communities, the region really needs to be driving this file. This is not an issue that is only owned by the provincial government or even the experts in immigration in the area. It should be a projet de société, if you want, because immigrants, newcomers, they don't move to New Brunswick, they move to a community. So you need to make sure that the community is a great place for people to move in. And obviously economic opportunities, they occur in local communities. So that's, we need to focus on how best we can make sure that the opportunities are available within communities, and also that we organize ourselves to welcome more people. Now, the demands on government, local governments are always changing, and we need to recognize that. And I know that it's, sometimes demanding, but David here had provided an indication of the traditional role in 2000s, which included, services that you're all familiar with. But now governments are being asked, local governments are being asked to do more, to be involved even more in economic development and welcoming newcomers in arts and entertainment, and creating the right environment to make sure the community is vibrant and attractive for newcomers. And it also involves promotion of the region. So the role is changing, and I realize that, but it's something that we need to make sure that we're involved in those new areas in order to draw more immigrants. So I'm going to conclude with just this slide that you see here, that essentially we're not talking about a population growth plan. We should talk about a community business plan, because it's more than just population growth. It's involving the entire community. And it's going to require, obviously, that we have a good understanding of our labor market needs to support the workforce, people who are exiting, and accommodate new growth. We started that conversation today with the presentation I gave you. We need to think about the opportunities for the future and align our immigration strategy with that. We need to think about, we started that today, but what kind of inward migration, what kind of flows are we talking about we should be aiming? Because today we gave you scenarios, but it's going to be your responsibility to define targets and make sure that you have a good sense of where you want to go. And then obviously boots to the ground, as we say, we need to look at what are going to be the concrete challenges. Housing will obviously be an issue. It's becoming an issue across the province. And I see in the data from the Canada Housing and Mortgage Corporation that Bathurst has actually seen a considerable tightening in its housing situation over the last year or so. So what other support infrastructure do we have for welcoming newcomers? It goes beyond housing, but housing is a critical one. Maybe language training, but even more than that, making the community more broadly having a good strategy for insertion and welcoming immigrants is going to be fundamental and critical. So I've spoken, I think, for about 20 minutes, so I'm going to end here, but it gives you a good sense, at least, of the magnitude of the challenges ahead of us. I was not trying to be alarming or anything like that. It's just that if we don't have a sense of the scope of the challenge, it's hard to determine, how far and how high we need to aim. So I hope that I didn't discourage you too much. My aim today was to come with a good message on immigration. And as you can see, there are a lot of positive benefits related to immigration. They go well beyond what I presented today. But I thought that this could be a start for a conversation on the future of welcoming newcomers in the Bathurst area. Thank you very much, everyone. Merci beaucoup, Richard. Thank you for your presentation. We have a couple of questions that came in through the chat. La première, c'est: est-il réaliste de s'attendre à de forts flux d'immigration dans les communautés rurales? Absolument, absolument. Je pense que c'est très réaliste parce que il faut se rappeler que les communautés rurales, particulièrement, ça je vais faire un peu mon professeur là, mais particulièrement les régions rurales et catholiques,
ont connu un baby boom beaucoup plus prononcé que bien d'autres régions, qui fait en sorte que, dans le fond, quand on y pense, on a beaucoup plus de baby boomers dans la population en raison, justement, du fait qu'on a eu un baby boom plus prononcé. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a plus de postes qui se libèrent. Et avec plus de postes qui se libèrent, il y a plus d'occasions. Et on va avoir plus de besoins parce qu'on aura plus de personnes âgées. Donc, au Nouveau-Brunswick, jusqu'il y a 5 ou 6 ans, on n'avait pas de croissance de l'immigration parce que le marché du travail, notre défi était de trouver des emplois pour les gens qui étaient en place. Maintenant, notre défi, c'est de trouver des gens pour occuper les emplois en place. Et puis, lorsque la chose s'est inversée, le Nouveau-Brunswick a connu une explosion de son immigration. Je pense que la prochaine vague, ça va être les communautés plus rurales, les villes de moins grande envergure. Ça ne va peut-être pas arriver de soi-même, mais le besoin est là. Et lorsque le besoin est là, je suis à peu près convaincu que la capacité d'accueillir va être là et qu'éventuellement, le mot va se passer. Mais l'idée, c'est qu'il se peut qu'il y ait des régions qui performent mieux, qui aient de meilleures stratégies et puis qui réussissent davantage à attirer des gens. Donc, il se peut qu'il y ait des régions qui aient un meilleur départ, si vous voulez. Mais selon moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'à travers nos régions, qu'il y ait bien davantage de nouveaux arrivants dans les années à venir. Mais comme le message central que je voulais communiquer aujourd'hui, c'est que ça n'arrivera pas de soi-même. Il faut une stratégie délibérée. Mais je pense qu'on a les atouts en place pour voir une augmentation importante des nouveaux arrivants. Dans une région comme le Nord-Est, Bathurst, la péninsule acadienne, même Hamilton, aucune raison pour laquelle on ne voit pas une croissance forte dans les années à venir. Okay, merci Richard. Puis, what would you say to people in the province who don't really see anything wrong with population decline? You know, we're good as we are. Won't the economy just adjust to the new reality? Well, what I would say is that if you want to put all your eggs in the same basket and jeopardize the future of your public services, including health and elderly care, and if you want a region that is essentially just living off the generosity of others, meaning like, public pensions and dollars coming through equalization and very little dynamism, don't have any population growth. And what you're going to see in New Brunswick is that you'll have further deindustrialization, a smaller private sector, a province that is less dynamic, and therefore a province that is much less resilient with a much lesser ability to meet the challenges of the future. So immigration, in my mind, and that's why I'm so glad to be participating in this event, I view this as the new 4-lane highway. Remember McKenna years, he was talking that the major infrastructure project was a 4-lane highway to develop the economy in New Brunswick. Well, this is the new infrastructure. It's the lifeblood of the economy. If you can't welcome more people in your communities, all dreams for greater economic growth, unless you strike oil or diamonds or something, are going to be probably frustrated. So it's the new critical ingredient for resiliency and growth. Okay. Merci Richard. Puis Kim Chamberlain a une question. Je vais demander à mon collègue de lui permettre de poser sa question elle-même. Merci, Richard. C'est très, très, très intéressant. Là, je vais mettre mon chapeau de conseillère pour la ville de Bathurst. Même je suis directrice à l'Association multiculturelle. Il faut aller encore plus loin pour nous, pour la région Chaleur. Donc, justement, je suis en train de parler avec Matt Stever. Seriez-vous prêt à revenir, ou probablement que ça serait virtuel, de venir faire une session d'information pour tous les maires et les conseillères de la région Chaleur? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on mette un comité en place pour s'assurer qu'on est capable de, si pas augmenter la population et avoir moins de déclin, surtout sur le workforce decline. On aimerait vraiment avoir une continuité avec vous. Seriez-vous disponible et prêt? Oui, ça me fait plaisir de discuter davantage. Comme je vous le dis, pour moi, je veux dire, on a des défis au Nouveau-Brunswick, mais on a aussi des occasions. Puis celui-ci, c'est ça que j'aime de ce dossier comme celui-ci, c'est que ce n'est pas juste un défi, c'est vraiment une occasion de transformer nos communautés. Je pense que le message central, c'est que
c'est vraiment, comme on dit, c'est une occasion, c'est une opportunité. Puis, on va le voir, on va le voir de toute façon, mais j'aimerais qu'on ait une stratégie pour qu'on rende la vague encore plus forte. Exactement. Puis je pense que c'est ça le plan, c'est d'essayer d'avoir un plan stratégique pour justement. Je m'attendais à qu'est-ce que vous alliez faire comme présentation. Je m'attendais, je savais, j'étais comme, j'allais pas dire oh yes. C'était comme oh non. Mais ouais. au moins, la réalité est là. Ça fait merci. Merci beaucoup, Kim. Alors, je pense que c'est la bonne occasion de passer au panel. Merci beaucoup, Richard. On va te revoir durant la période de discussion. Notre première panéliste est Annick McIntosh. Annick est conseillère en orientation entrepreneur et maman de 2 merveilleux petits garçons. Elle et son conjoint sont copropriétaires du restaurant Pure and Simple de la région de Bathurst, qui emploie près de 25 employés. Son objectif d'ouvrir un restaurant dans la région a été fondé sur son désir d'offrir une expérience culinaire différente à la communauté ainsi que de créer des emplois ayant un environnement de travail où il fait bon de travailler. Malgré qu'elle n'ait elle-même pas le talent culinaire pour préparer les merveilleux plats, elle y prend bien plaisir à les déguster. Merci beaucoup, Annick, d'être là avec nous aujourd'hui puis de donner le point de vue employeur pour notre panel aujourd'hui. Alors, l'écran est à toi. Je te passe la parole. Merci, Nicole. Merci aussi au Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis, merci, Richard, aussi pour ta présentation. Je pense que c'était vraiment intéressant. Puis, je pense vraiment que l'immigration fait partie de la solution pour notre région, pour pouvoir maintenir notre belle région de chaleur. Puis, il y a tellement d'opportunités, différentes opportunités entrepreneuriales dans notre région. Puis, ça prend des employés aussi. Donc, l'immigration est une solution à ça. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Puis, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, justement, parce qu'avec notre restaurant, on embauche des nouveaux arrivants et des étudiants internationaux. Puis, je voulais vous parler un peu de notre expérience, comment on a vécu ça. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ouvert maintenant. Malgré la pandémie, on a été quand même en mesure de faire vivre notre projet. Puis, avec Pure et Simple, on embauche présentement environ 25 personnes. Puis, je dirais qu'à peu près 15 % de nos employés sont soit des étudiants internationaux ou des nouveaux arrivants. On n'a pas eu d'expérience, par exemple, par rapport au recrutement à l'international. Donc, je ne peux pas vraiment faire référence à ceci dans nos expériences, mais je peux parler par rapport à notre expérience d'embauche pour les gens qui étaient déjà établis dans la région. Pour nous, dès l'ouverture de notre restaurant, c'était vraiment important d'avoir une diversité culturelle dans notre entreprise. Donc, on a commencé déjà avec cette idée-là. La raison pour ça, c'est que c'était important parce qu'ils apportent un bagage d'expérience, différents points de vue, puis des idées créatives aussi qui allaient apporter du positif à notre entreprise selon nous. Puis, c'est certain aussi que dans le travail que je faisais auparavant, je côtoyais quand même des étudiants internationaux, puis je pouvais voir aussi que c'était difficile pour eux peut-être au niveau de l'implication communautaire. Donc, je voulais aussi faire ma part par rapport à ça, je pense, d'une certaine façon. Puis, quand je mets mon chapeau d'entrepreneur, mais c'était aussi important pour le développement économique, comme Richard l'a mentionné dans sa présentation. Donc, tout ça mis ensemble faisant en sorte qu'on voulait quand même avoir cette diversité culturelle-là à l'intérieur de notre entreprise. Si on regarde comme au niveau de l'embauche chez nous, pour nous, l'expérience reliée au poste, c'est moins important que la maîtrise des compétences douces, je dirais. Donc, travail d'équipe, gestion du stress, communication, les personnes qui sont positives. Donc, même si les gens n'avaient pas nécessairement de l'expérience, donc même s'ils arrivaient de l'extérieur, puis ils n'avaient pas nécessairement d'expérience en cuisine ou au service à la clientèle, c'est des choses qu'on pouvait apprendre. C'est comme ça que notre modèle d'entreprise a été fait. Donc,
ça a peut-être permis à des gens qui n'avaient pas l'expérience de pouvoir entrer dans notre famille, qu'on appelle. L'autre chose, par exemple, qui est importante pour nous, c'est au niveau du bilinguisme. Donc, je dirais que c'est peut-être la barrière pour nous au niveau de l'embauche. Quand on sort un poste, c'est certain qu'on a plusieurs personnes qui appliquent, qu'on a quand même un intérêt assez intéressant pour les postes qu'on sort chez nous, quoiqu'on n'a pas un gros taux de roulement dans notre entreprise, puis on se compte chanceux par rapport à ça. Je dirais au niveau du taux de roulement, c'est plus par rapport à notre front of house qu'on appelle, qui est les postes de serveurs, serveuses, au niveau de bosseurs, au niveau de hôtes, hôtesses. Puis, les difficultés qu'on rencontre pour nous, c'est surtout au niveau du bilinguisme. Puis je sais que c'est pas vraiment pour ça qu'on est là ici aujourd'hui, mais je voulais quand même apporter cette réalité-là parce que quand on sert nos clients, on veut offrir l'expérience pure et simple dans les 2 langues officielles. Donc, c'est surtout ça au niveau de notre défi par rapport à la main-d'œuvre. Mais n'empêche que le manque de main-d'œuvre qualifiée dans la région est quand même frappant. Puis, c'est vraiment important d'avoir l'immigration qui est capable de venir porter main forte à la croissance économique de notre région. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre entreprise? Tous nos employés, puis les employés qui proviennent de l'international, on a beaucoup d'expériences positives par rapport à ça. C'est certain qu'on a vécu certains défis. Je ne veux pas non plus arriver et dire que tout est beau, tout est rose. S'il y a des entrepreneurs sur l'appel aujourd'hui, vous savez qu'on rencontre quand même certains défis avec nos employés. Qu'est-ce qu'on a vécu comme défi avec les gens qui provenaient de l'international? C'est certains qui arrivent avec leur bagage d'expérience variée qui est positif, mais il y a aussi des croyances culturelles qui sont différentes. Puis, le milieu de travail canadien, bien, il est différent de ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, puis c'est normal, parce que ça serait la même chose pour nous là, si on arriverait, si on déménagerait dans un autre pays. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'était plutôt au niveau de la communication. Donc, je pense que si on a une communication ouverte avec ces gens-là, qu'on leur permette de s'exprimer, de partager c'est quoi leurs difficultés, s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ça a vraiment été ça, je pense, être capable d'avoir des discussions honnêtes avec ces personnes-là pour voir c'est quoi vos défis, c'est quoi que vous avez de la difficulté à comprendre par rapport à ce qui se passe dans le milieu canadien. Puis ça a fait en sorte qu'on a réussi à se comprendre, puis ça a créé à l'intérieur de toute l'équipe une ouverture par rapport aux différentes cultures, tant des 2 côtés. Puis, je donne des exemples. Là, on a des gens, et là, ils ont appris à patiner. Puis, de notre côté, on a eu la chance de goûter à leur mets traditionnel, qui était excellent en passant. Ça permet de créer des liens, puis ça permet de justement créer cette ouverture-là. Puis là, je vois que le temps me manque. Là. Donc, mais qu'est-ce que je pourrais dire là, aux autres entrepreneurs? C'est vraiment, pour nous, ça a été une expérience super positive. Puis, avoir des discussions honnêtes, être ouvert, c'est la clé, je pense, du succès pour les gens qui sont embauchés, qui sont des nouveaux arrivants. Puis, vous ne savez jamais, la personne qui va être embauchée, ça sera peut-être elle qui va aider à porter votre entreprise à un autre niveau. Donc, je pense vraiment que ça vaut la peine de considérer les gens qui arrivent, des nouveaux arrivants dans la région. Merci beaucoup, Annick. On va te revoir durant la période de discussion, mais je vais passer au deuxième panéliste qu'on a aujourd'hui. Our second panelist is Victor Mendez. Victor is originally from Cuba. He came to Canada in 2018 through the Atlantic Immigrant Pilot Program, AIPP. He currently works at Power Precision Inc. in Bathurst as an electrical project engineer. His previous work experiences include remote work as a digital signal processing algorithm multi-platform programmer at Copsonic Technology Research and Development in Montauban, France, and as a medical equipment designer
at the Immunoassays Center in Havana, Cuba. Hello, Victor, and thank you very much for joining us today. I ask that you now share your experience of immigration, the challenges, successes, and supports that you've had along the way. The screen is yours. Thank you very much, Nicole. Yes, I came to the Cholula region straight from Havana about 2.5 years ago. I was lucky enough to find a work in the area, and for sure this is a wonderful area to live. Very nice landscapes and very friendly and very welcoming people. But yes, there's definitely many challenges that I have had to work with. And among all those challenges, I would like to name 2 or 3 challenges. For instance, it has been a challenge. I feel there's a lot of effort put into making sure the newcomer has all the preparation and has all the resources to settle in the region properly. Those resources are mostly given by the or were given to me by the Multicultural Association, and they did an amazing job. But I also feel I came to Canada through an immigration program called Atlantic Immigration Pilot Project, and I also feel that on that project there will be a need for a bit of training for the employers as well, because sometimes it's hard when you have a newcomer employee and the newcomer employee receive all the training that he needs for his for his life outside work, but there should also be some training given to the employer to things that are relevant to, maybe a little bit of training in management, what is okay to ask for a newcomer who may lack a few of the skills that are necessary here, but is willing to get them. So I would recommend including a bit of coaching to the employers willing to hire newcomers. It would be necessary. Something else I would like to talk about, and to me the Multicultural Association has become my new family. It's where I find all my friends, and in reality most of my activities that are not work related are done with them. So they essentially have become my new family. But I am a little bit afraid because I know that they are only allowed to give their services to newcomers as long as you stay being a permanent resident. But at some point I would like to become a citizen, and I would not want to lose all that support and all that group of friends, and they're calling them a family once I become a citizen. So I think in that area we need to come up with some sort of solution in which the Multicultural Association or this kind of non-for-profit organizations can still somehow work with citizens who may not longer be permanent residents, their direct clients, but somehow look for a way in which perhaps they don't have to do any payment. Perhaps it could be a fundraising, and citizens and members of the community can pay for no problem, can pay for the activities or to participate in the activities alongside the permanent residents, and that would, in my opinion, make an integration with the community a lot more effective, and you would not be a little bit afraid of losing all their support and all those connections after you become a citizen yourself. And something else I want to share that happened to me when I came to Canada. For the first 6 months, me and my wife were not able to have a healthcare coverage, and it was because of a problem on the Atlantic Immigration Pilot Project, that when you come to Canada, you are only allowed to have a new Medicare coverage if you're coming with a contract for more than a year. And it was common. I know a few cases in which when we were getting our work permit, it was issued for 11 months and a few days, but not quite 12 months. So we were not able to have a good coverage. And in my case, it extended up to 6 months without
having that kind of coverage, and it's something that I think we should work, especially in this immigration program, to try to prevent that from happening, because it could be very, very stressful. So yeah, overall, I think this is a very, very good community, and I feel also that there is a need for employees, but it's not easy to find a place where you can find, okay, I want to know all the available jobs in this region, and I have asked him, and I have asked Serge Lormier, the representative for this region, that I happen to be in contact with, for, okay, give me a list of employers willing to bring newcomers, because I have multiple friends and families who will be interested in finding jobs in the region, but it hasn't been easy to find a list. And in many cases, once employers register in that program were contacted, well, they were not really looking for anybody else. So it was more like an historical list of who has hired before, but not who is willing to hire. And I find that it's perhaps somewhat easier once you are in the region to find a job locally. But if you're not already in the region, finding someone who's willing to offer you a job and bring you from your homeland into the region, that's very hard. And I don't know if maybe that is a part of the strategy of having newcomers that I don't know, in my opinion, needs to be a little bit more clear, like how is that working? Because yes, once you're already in the region, finding a job seems to be easier, but if you have to come from your country into the region like I did, well, it seems to be much harder. And it would be, or I think we would benefit a lot if we could have like a list of these are the places willing to hire newcomers, and let's say sponsor a visa or things like that. Thank you. Thank you very much, Victor. I will be moving towards our third and final panelist before diving into the discussion period. Notre dernière panéliste est Sarah Azari. Bonjour Sarah. Sarah est née à Casablanca où elle obtient un baccalauréat en sciences mathématiques. Elle intègre ensuite une grande école de commerce, HEM, dans sa ville natale où elle décroche un bachelor et un master en marketing et vente en 2013. Sa curiosité et sa soif de l'aventure l'ont conduite aux États-Unis, où elle a travaillé en tant que représentante culturelle du Maroc à Walt Disney World Orlando. Elle est ensuite partie à la conquête de l'Asie, où elle était responsable de marketing et gestionnaire de relations internationales dans une université internationale dans le sud de l'Inde. Son retour au Maroc en 2016 lui a permis de travailler en tant que directrice de compte dans une agence de marketing opérationnel. Passionnée par le marketing et la communication, elle a donné des cours en Inde et au Maroc. Elle a également collecté des expériences dans le monde du cinéma en tant qu'assistante de production et coordinatrice régie. Elle a quitté le Maroc pour s'installer au Canada en août 2019 et actuellement, elle travaille en tant que responsable de communication du réseau immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Alors, bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je te donne la parole. Bonjour Nicole, merci beaucoup au Conseil multiculturel pour l'invitation. Merci beaucoup Richard pour la présentation. Étant dans le domaine de l'immigration, je sais qu'on ne rappellera jamais assez l'importance de l'immigration. Merci aux panélistes pour votre présentation et votre partage d'expérience. Donc pour ma part, je vais partager mon expérience en tant que nouvelle arrivante. La particularité de mon expérience, c'est que la région m'a choisie en fait, que c'est grâce à Destination Acadie où je suis partie juste par curiosité à Casablanca, d'ailleurs où j'ai rencontré Kim et d'autres personnes présentes ici, qui m'a permis en fait de rencontrer Nicolas du Réseau de développement économique du Nouveau-Brunswick, qui après avoir su que j'avais fini ma procédure d'immigration, j'avais déjà ma résidence permanente à travers le programme Entrée Express, m'a proposé en fait de lui envoyer son CV pour qu'il voit s'il y a des employeurs avec qui il pourrait me matcher. C'est comme ça que j'ai été contactée par le réseau d'immigration francophone et que j'ai eu l'offre en fait et que je suis venue à Petit Rocher, donc parachutée du Grand Casablanca à Petit Rocher. Première expérience au Canada, premier déménagement au Canada, d'une grande ville à Petit Rocher, puis je suis arrivée ici, j'ai eu la chance en fait d'avoir déjà l'emploi
parce que cela m'a permis d'avoir l'aide de mes collègues, de mon employeur, parce que sinon, ce n'est pas évident, surtout les défis rencontrés en termes de logement. Arriver à Petit Rocher, trouver un appartement n'est pas une chose facile parce que tu n'as pas beaucoup d'options. Heureusement, j'ai pu avoir un appartement le jour même, mais c'est pas comme si j'avais des choix. C'était la seule option, donc je l'ai prise. Et aussi au niveau du transport, parce que arriver autant que nouvelle arrivante dans une région, il n'y a pas de transport en commun est pas évident. Heureusement, j'avais mes collègues qui m'accompagnaient pour aller au travail, pour faire l'épicerie. Il fallait meubler tout l'appartement. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide de mes collègues et j'ai eu de l'aide de la communauté à travers mes collègues. Donc, j'ai une des collègues qui a partagé sur Facebook que j'étais une nouvelle arrivante, que j'avais besoin de meubles, que j'avais besoin de choses. Et j'ai reçu plein de choses gratuites de la communauté, de gens que je ne connaissais pas. Et j'ai même été, il y a même une personne qui est venue m'aider à aller chercher un matelas, alors qu'il ne me connaissait absolument pas du tout. Donc l'aide de la communauté était vraiment, vraiment très appréciée. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette personne-là, c'est aujourd'hui mon conjoint. Je trouve en fait que le défi pour une personne qui arrive seule dans la région, c'est que l'intégration à la communauté est difficile dans le sens où on a l'association multiculturelle qui fait un travail exceptionnel à nous mettre dans le cadre de la vie au Canada. On a des sessions d'information pour apprendre comment il faut vivre, etc. On croise des gens, d'ailleurs, la plupart de mes amis, c'est là où je les ai rencontrés grâce aux activités de l'association multiculturelle. Mais l'intégration à la communauté canadienne est difficile parce qu'on arrive euh, on se retrouve avec des gens qui ont déjà leur vie, qui ont déjà été, qui avaient déjà une communauté qui travaillait déjà bien sans vous. Contrairement à mes autres expériences à l'international où j'arrivais avec plusieurs internationaux du même genre que moi, je veux dire, puis on avait les mêmes expériences. Ici, c'est plus des familles qui arrivent, puis on voit la différence entre une personne simple, une personne seule qui arrive et une famille. C'est différent, puis l'expérience est différente parce que quand tu arrives seul, moi je suis arrivée tout seul avec 2 valises, je ne connaissais personne. J'ai eu la chance d'avoir mes collègues, l'association multiculturelle, puis d'avoir rencontré la communauté à travers mon conjoint, mais je trouve que c'est très, très important de, comme je rejoins un petit peu ce que Victor a dit, dans le sens où, oui, on a des activités avec des internationaux, mais on n'a pas de contact obligé avec la communauté. Donc, on se retrouve avec une communauté canadienne, puis la communauté internationale. Et il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Moi, j'ai eu la chance, à travers mon conjoint, de plus m'intégrer à la communauté acadienne, mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis aussi, ce qui est vraiment, vraiment intéressant de voir ici, c'est qu'on arrive. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec un emploi. J'ai eu la chance d'arriver, de trouver mes collègues, de trouver une communauté, de participer à l'association multiculturelle. Mais si je ne les avais pas eus, par exemple, pour le transport, comment est-ce que j'aurais fait? J'avais ma collègue qui partait avec moi faire l'épicerie, etc. Quand je suis arrivée, je ne savais pas que je ne pouvais pas avoir assuré une voiture avec un permis international. Il fallait que j'ai un permis canadien. C'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, je suis arrivée, j'ai acheté la voiture. Je me rends compte que je ne peux pas l'assurer. Donc, j'ai laissé ma voiture chez le garagiste pendant 1 mois, le temps d'avoir mon permis, parce que pour l'échange d'un permis marocain, il faut repasser le test écrit et le test de conduite. Donc, ça a pris 1 mois entre les deux. Et j'ai fini par pouvoir avoir ma voiture et être autonome dans ce sens-là. Mais imaginez quelqu'un qui arrive, c'est clair qu'on a le soutien de l'association multiculturelle. C'est clair qu'ils nous accompagnent, mais ce n'est pas évident d'attendre 2 mois avant de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire et de toujours dépendre des gens. Et pour pouvoir en fait meubler son appartement, par exemple, ou juste aller à l'épicerie. Donc, c'est ça mon petit partage d'expérience. Je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli ici, puis je remercie tous les panélistes de la participation. Merci Nicole, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Sarah. Alors, on va passer à la période de discussion avec une première question qui est pour Victor. So, Victor, the first question is for you. Can you give examples of the type of trainings that employers should have from your experience? I'm sorry, is the question addressed to me? Yes, it is for you. No, because the transition. Okay. Well, the kind of training, for instance,
there are multiple conferences that Multicultural Association has coordinated with several sectors of the province, let's say Work and Be. And during the conferences, some explanations have been given to me on how things should be done that don't exactly match the way in which my workplace is doing things. And I guess a lot of it comes from not knowing that things have to be done in a certain way. And sometimes I realize that, and I feel very good about it, that I'm able to acquire a lot of knowledge because the Multicultural Association is able to find experts on different fields and give us a set of lectures on several topics. And as a matter of fact, we can request what topics do we want to know more about. And sometimes outside the Multicultural Association group of people, not many people that should also have that knowledge has access to that kind of knowledge. For instance, in the work department, things like what can you ask your employee to do? For instance, as a newcomer, you have a lot of pressure because you have just arrived to a new country, and everything is new. The way in which work is done is new, and yes, you have the skills to be able to learn quick, but still there's a lot of learning involved. And something like, okay, should I be requested to study all these topics required for my job on my own personal time? Should I be compensated because I realize, let's say that, yes, as a newcomer, you come and there's certain things, well, in my case, perhaps I'm an engineer, so maybe a bit more of things that you have to adapt to, let's say, codes and things that regulate how profession is done in the province. So there's a lot of knowledge that you don't come, even though you're an engineer, you don't come to Canada knowing, but the proper training, should I be compensated while I'm trained, or should I be requested and be okay with studied on your own time, or things like different things that I perhaps in other scenarios also general workers may have. But I believe, especially in the context of employers who are willing to hire newcomers, I believe they would greatly benefit from having access to a bit of training, or a bit of this is what you can and cannot do. Or maybe perhaps even a list of practical examples, like I've seen in a very educative way you can find in when you're going on the CRA website on how to do your taxes. Well, there's an example on how to do it, and so things like that. This you can do, this you cannot do, and sometimes they're not aware of things that let's say are regulated by the Work and Be department. So this kind of thing, I believe it would benefit them. Not, and yes, it's good for me to receive that information, but it's not the same when the employer is receiving something that he should know how to do from an employee, as when he receive it directly from a government member. Like, it's a bit more, it looks more like a trustworthy, or there's like a feel of authority when it's a government member who is telling you how things should be done instead of your employees. I learned that this is how we should be doing things, and we're not doing it like that. Well, I kind of don't like you saying those things. I don't know. That's my feeling. Great. Thank you so much, Victor. Annick, de ton côté, en tant qu'employeur, qu'est-ce qui t'aurait aidé lorsque vous avez décidé d'embaucher des immigrants pour la première fois? C'est une bonne question. Je sais que l'Association multiculturelle est là pour supporter les employeurs. Donc, je pense que c'est une chose c'est un service qui peut être là pour nous aider si on a des questions, justement, par rapport à est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on doit faire. Mais je veux dire que ça a quand même
vraiment bien été au niveau de notre embauche avec, avec les nouveaux arrivants ici. Donc, je pense que peut-être juste le fait de savoir qu'il y a un support, parce que peut-être que pas tous les employeurs sont au courant que, oui, l'association multiculturelle, elle est là pour aider les nouveaux arrivants, mais elle est aussi là pour pouvoir offrir un certain support aux employeurs. Parce que, comme que je disais tantôt, ils arrivent avec des bagages qui sont super intéressants puis qui peuvent être vraiment positifs pour une entreprise. Mais il y a quand même, au niveau du manque d'expérience sur le marché du travail canadien, donc peut-être si les employeurs peuvent connaître plus les réalités de ça, vont faire en sorte qu'il y a une plus grande ouverture pour être capable de mieux accueillir les gens dans leur entreprise. OK. Merci Annick. J'ai une question pour Richard, mais avant de la demander, je vais encourager les participants à soumettre vos questions dans le chat. Également, si vous aimeriez poser votre question en personne, n'hésitez pas à lever la main dans la fonction qui est au bas à droite. Alors, je vous invite à le faire. Richard, la question qui est posée est, selon toi, quelle industrie risque de quitter s'il n'y a pas assez de travailleurs dans la région Chaleur? C'est le dilemme de ce qu'on appelle la déindustrialisation. Donc, fondamentalement, lorsqu'on est en manque de main-d'œuvre, toute la main-d'œuvre qui n'a pas à être située à Bathurst peut essentiellement quitter. Donc, je m'explique. Si vous avez une entreprise qu'on appelle footloose en anglais, donc sans attache, donc une entreprise qui peut aisément, ou parfois pas si aisément, mais doit le faire, se retrouver dans un autre endroit où les conditions sont plus favorables, on peut voir que l'entreprise peut se déplacer, pas parce que l'entreprise veut quitter la région, parce qu'elle ne sera pas en mesure de garder ses activités, parce que d'autres entreprises vont pouvoir opérer soit à coût plus faible, soit avec de meilleures capacités. Je vais vous donner un exemple typique de ça. Ce n'est pas un exemple qui est directement associé à la région Chaleur. Donc, je vais vous donner, on pourrait penser au centre d'appel. Ça, c'est le cas. Si vous allez dans un endroit même comme Moncton, les centres d'appel sont en déclin. Okay? Puis ça peut être associé au fait qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre disponible localement. Mais si vous regardez, par exemple, je vais vous donner l'exemple typique. Je ne vais pas nommer de nom, mais vous allez deviner l'entreprise dont je vous parle. Si vous avez une entreprise qui est responsable de la construction modulaire de maisons, par exemple, je pense que vous pouvez trouver une entreprise qui, elle, son modèle d'affaires, c'est qu'elle doit envoyer ses maisons. C'est quand même très coûteux d'avoir des maisons à envoyer dans des marchés à 250, 300, 400, 500 kilomètres. Ben, essentiellement, la raison pour laquelle elle se situe dans le nord de Nouveau-Brunswick, c'est parce qu'elle pouvait trouver de la main-d'œuvre. Les gens vont dire à bon marché, mais pas nécessairement à bon marché, une main-d'œuvre qui était abordable, qui lui fournissait un avantage concurrentiel, parce que dans d'autres régions, il fallait peut-être payer plus cher pour la main-d'œuvre. Mais si la personne ne peut plus trouver d'employés localement à des taux compétitifs, elle va devoir fermer boutique ou aller dans un autre endroit parce qu'elle perd son avantage concurrentiel. Donc, souvent, les gens vont dire, oui, mais quand vous dites ça, vous êtes en train de dire que c'est des jobs qui ne payent pas. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est des emplois qui sont relativement bien rémunérés pour la région, mais pour lesquels il est difficile d'augmenter les salaires plus rapidement qu'ailleurs. Donc, c'est ça le phénomène de désindustrialisation, c'est qu'on se retrouve finalement avec uniquement les emplois qui doivent être disponibles localement. Par exemple, en santé, par exemple, en éducation, mais aussi, par exemple, des choses aussi de base que des coiffeurs. Donc, ça prend des gens pour offrir des services locaux. Mais eux, leurs salaires peuvent augmenter plus rapidement parce que c'est très coûteux d'aller se faire couper les cheveux à Edmundston. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un mouvement vers le déplacement des emplois vers la clientèle locale, vers le secteur public. Quel secteur de l'industrie peut souffrir dans des contextes comme ça? C'est le secteur privé qui doit exporter. C'est sûr que si vous avez une mine, si vous avez des gros emplois rémunérés dans la forêt ou des choses du genre, que vous allez maintenir ces emplois-là. Mais ce n'est pas tout le secteur privé qui est composé uniquement de ça. Là. Il y a d'autres emplois qui se sont créés au fil du temps parce qu'on avait une main-d'œuvre disponible. Si on n'a plus la main-d'œuvre disponible, essentiellement, on voit un déplacement. Et quand je vous parle de ça, ce n'est pas une théorie, là. C'est dans les chiffres.
allez voir le Nouveau-Brunswick. Il s'est perdu au Nouveau-Brunswick dans les 10 dernières années environ entre 15 et 20 000 emplois dans le secteur privé. Et si vous allez dans la base de tissu exportateur et industriel du Nouveau-Brunswick, les pertes d'emplois sont encore plus massives que ça. Okay? Dans le secteur privé, les emplois se déplacent vers ce qui était le cœur de l'économie, le tissu exportateur industriel, vers les services locaux. Donc, il faut essayer à tout prix de trouver une manière d'avoir des gens qui vont occuper les emplois qui sont libérés ou où les gens quittent pour se retrouver dans le secteur davantage local et public. Donc, c'est là le défi. Et puis, je vous dirais que dans la région de Bathurst n'est pas à l'abri de ça. Il y a des emplois qui sont susceptibles de se déplacer en raison de l'absence de main-d'œuvre. Merci, Richard. La prochaine question est pour Sarah. Comment aimerais-tu voir ta communauté grandir dans les prochaines années? Merci pour la question. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir voir réellement une intégration multiculturelle partout et qu'on ne se retrouve pas avec une communauté immigrante et une communauté canadienne parce que éventuellement, comme a dit Victor, là, cette personne immigrante va devenir un jour citoyenne canadienne, puis ce serait dommage que l'intégration et l'insertion ne soient pas faites au préalable et qu'on ne pas déjà d'emblée ce sentiment d'appartenance dans une communauté beaucoup plus large que juste la communauté internationale. Mais je pense que ça commence à s'instaurer petit à petit, que les mentalités sont en train d'évoluer et que c'est très, très important de voir tout l'aspect multiculturel, interculturel dans la communauté, dans le sens de l'acceptation de la différence et de l'autre, parce qu'il faut qu'on arrive tous les deux, qu'on fasse chacun un pas de notre côté pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente où tout le monde est content, que ce soit au niveau des employeurs, de monsieur tout le monde qu'on croise à l'épicerie, ou de pouvoir avoir en fait des activités, des projets dans lesquels on pourrait interagir tous ensemble. Merci, Sarah. And for you, Victor, what advice do you have for new immigrants that are coming and settling in the region? I'm sorry, is that to me? Yes, it's you. So what advice do you have for new immigrants coming and settling in the region? Concerning work or in general? In general. This is, for instance, for me, I come from like Sarah, I come from a very big city from Havana. It's over 2.5 million inhabitants. So it was a bit shocking to come to Bathurst and realize that in here, the average age is like 53 years old, and people by 9 in the night, they are sleeping. So there's no a lot of night activities. I really miss cinema, theaters, festivals, and even in pre-COVID ages, let's say during summertime, Bathurst is amazing in that, but it's mostly during daytime. Nothing happens during nighttime. So an advice I would have is you have to realize that you're moving into a small rural community, and you have to kind of shift a little bit the kind of activities, especially if you come from a big city, because there's a lot of things that you can do that have to do with nature, rivers, trails, and that's all very exciting. But you have to discover that. In my particular case, I wasn't really aware of any of that, and living in a city, I'm not used to that. But you have to kind of transition and learn that there are other things that are very fun to do. But in reality, you have to give up for most of the time that nightlife taste that you had before. But so that's something that was a bit shocking. But in general, it's a very, very welcoming community. It's people in New Brunswick are extremely friendly. I remember when I was flying to Bathurst the first time, I met a lady in the plane, and she was immediately showing to me the pictures of their grandchildren and things that they would do. And when I met that lady, and I thought, well, it's exactly like what my grandmother would do in Havana to a complete stranger. So it's extremely welcoming, and
extremely nice people. So in that sense, I really, really love the region. And the support of the Multicultural Association, in reality, is they become your new family. So I think without them, it's, especially if you come alone or you come just with your couple, it would be completely different. The pretty much every activity that I do that is not work related, it happens through them, and new places and new sites that I know of, it's through them. So I think for sure you have to engage in their activities and in their community. Okay, great. Thank you very much, Victor. I also want to give the panelists opportunities. If you have questions for each other, please don't hesitate to do so now. Otherwise, I think it's a good time to wrap things up. Je pense, si vous n'avez pas d'autres questions à poser, je pense que c'est une bonne opportunité de terminer la séance aujourd'hui. Alors, pour les panélistes, si vous avez des questions à vous poser l'un à l'autre ou l'une à l'autre, c'est maintenant l'opportunité de le faire. Si vous permettez, Nicole, just to start, Victor, seeing you and you, Sarah, also in coming to Bathurst, it reminds me of something about immigration that we often forget, is that immigrants are part of the world's elites. It takes a lot of guts to leave your country and to come to a place that you don't know anyone, where you don't know what awaits you. I read in The Economist somewhere that I think close to 80% of the world's population lives within a 100-mile radius of where they were born. So when we welcome people to our country, we not only, it's not just about filling labor market gaps. That's the immediate, reason why we're so obsessed with that. But remember that when you have talented individuals who have guts and desires, they see the world with different eyes. They see opportunities that we don't see, and they're going to make us proud. I can tell you that they will transform our local community, our local fabric. It's just a matter of time. So it goes well beyond the immediate labor market challenges. It's about transforming our communities for the better. And when I see people like you today, I'm reminded of this, and I'm extremely proud that a place like Bathurst can count you guys as part of their new residents. Thank you very much, Richard. We have Ludwine Buckins with her hand raised, and I think it's going to be the last question. Ludwine and my colleagues will give you the opportunity to speak. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est une famille de Belgique et donc on est en plein dans les démarches pour immigrer au Nouveau-Brunswick. On a fait plusieurs visites exploratoires virtuelles avec différentes régions et on est particulièrement tenté par la région des Chaleurs parce que petite communauté justement, et je trouve que le centre multiculturel et entre autres Kim qu'on avait rencontré de façon virtuelle, Marion, etc., ont très bien vendu leurs produits, comme on dit chez nous. Et donc, ce qui nous inquiète un peu, comme le disait Sarah tout à l'heure, c'est la facilité ou la difficulté de trouver un logement quand on arrive. Et donc, on voulait savoir pourquoi c'était si difficile, en fin de compte. Il y a très peu de locations qui sont donc mises à la disposition, en général, de tous les habitants, ou c'est parce que nous sommes des nouveaux arrivants que c'est difficile de trouver un logement? Richard, est-ce que aimerais-tu répondre à la question? Je vais vous répondre, Mme Buckins, d'une façon que peut-être que vous ne trouverez pas nécessairement satisfaisante, mais d'un point de vue macro, d'un point de vue démographique, il se produit plusieurs phénomènes. D'une part, beaucoup de baby boomers vont avoir tendance à vouloir vendre la maison familiale pour se retrouver dans un logement plus petit qui demande moins d'entretien. Donc, ils font un peu concurrence aux nouveaux arrivants pour un montant limité de logements. Donc, le défi du logement commence à se faire voir un peu partout à travers les différentes communautés, petites et grandes. Je sais que par rapport à la Belgique, Bruxelles est 3 ou 4 fois plus grande que l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Mais pour nous, on a une différente échelle de grandeur. Mais il reste que c'est un défi important. Et puis, il se peut qu'il y ait des enjeux particuliers dont Kim peut vous parler
par rapport à, parfois, qu'on m'explique même d'avoir un compte bancaire. Sarah nous a fait part de son expérience pour obtenir de l'assurance. Donc, tous les services en place sont tous orientés vers le citoyen canadien, le résident canadien de longue date, avec toute la réglementation qu'on a, comme dans d'autres pays. Par ailleurs, ça rend l'insertion plus difficile. Donc, le travail que font des gens comme Kim et tout ça est fondamental. Mais de règle générale, c'est un peu ça. Il faut se rappeler que ce n'est pas d'immense communauté, donc il n'y a pas énormément de disponibilité de toute façon. Et puis, à cause justement du processus de vieillissement dont je vous parlais, ça rend encore plus difficile la situation de logement. Et je pense que dans une stratégie puis ça, je reviens sur le message global de tout à l'heure, dans une stratégie pour accueillir davantage de gens comme vous, il faut absolument faire du logement la priorité centrale. Et pas pour d'ici 10 ans, là, dès maintenant. Donc, j'invite les gens à réfléchir selon ces lignes-là, là, parce que c'est fondamental partout à l'échelle de la province, même partout à l'échelle du pays. D'accord. Parce que nous souhaiterions investir au niveau immobilier, justement, au Nouveau-Brunswick. Et Oui. comme on entend que c'est compliqué, justement, pour les nouveaux arrivants de trouver des logements, est-ce qu'il y a vraiment une porte ouverte pour nous si jamais on arrivait dans une région et qu'on voulait se lancer donc, dans l'immobilier, acheter soit un immeuble ou des terrains pour justement proposer plus de logements avec des loyers à prix raisonnable? Est-ce que pour vous, il y a une opportunité Oui, je vois une opportunité là. Le défi va être dans le mot raisonnable. Peut-être qu'on a des définitions différentes de ce qui est raisonnable comme loyer, comme logement abordable. De règle générale, ce qu'on remarque, il y a beaucoup de concurrence pour ce que nous, au Canada, on appelle le logement abordable. Et on voit pas une flambée, mais une montée soutenue de ces loyers-là. Mais il y a différents marchés qui sont disponibles et je vous dirais que, sans vouloir spéculer sur le marché de Bathurst en tant que tel, que l'activité immobilière et la construction immobilière sont en pleine effervescence dans la région. Donc, la province, dans la dernière année, a connu une augmentation du nombre d'unités de logement énorme, mais historiquement parlant énorme, mais à peu près conforme à ce qu'on va devoir avoir besoin dans les années à venir. Donc, c'est un marché en pleine effervescence. Et a priori, là, je ne suis pas un expert dans les réglementations au niveau de l'immigration, mais a priori, je ne vois pas d'obstacle. En fait, probablement que ce serait quelque chose qui serait bienvenu si vous vouliez vous établir comme joueur dans cette industrie-là. D'accord. OK. Merci Richard et Ludwine. Sarah, en fait, je vais te donner la parole pour terminer la session de discussion. Oui, je voulais répondre, rajouter à ce que Richard a dit. Oui, moi, je le vis dans la communauté, les baby boomers qui décident d'aller à l'appartement. Puis en termes je parle de la région de Bathurst, on a déjà eu une réalité qui est ressortie, le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui sont arrivés d'un coup, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de logements qui sont pris par ces étudiants internationaux parce qu'ils sont obligés de trouver un appartement hors campus. Donc, on se retrouve avec un grand étudiants internationaux et des logements qui n'arrivent pas à suivre. Et puis dans Petit Rocher, c'est particulier parce que c'est une petite communauté. Puis justement, les gens quittent les maisons. Donc, tu peux trouver des maisons dans lesquelles investir, mais il ne faut pas oublier l'importance, Kim pourrait confirmer ça, et l'accès au crédit pour un nouvel arrivant parce qu'il faut avoir un background crédit quand tu arrives au Canada et que tu veux prendre le crédit, ça, il faut vraiment prendre ça en compte. Et il y a aussi la réalité des logements ici qui est peut-être différente d'ailleurs parce que quand on arrive avec une famille de 3 enfants et qu'on a envie d'avoir une chambre pour chaque enfant d'appartement, ben, les réalités peuvent être un petit peu différentes ici. Donc, je pense que c'est des petits détails qu'il faut prendre en considération, mais je confirme que l'investissement en logement est en expansion. On voit aujourd'hui des appartements naître un petit peu partout, que ce soit dans la région de Petit Rocher ou plus vers Beresford, Nigadoo et en allant vers Bathurst. Et c'est vraiment impressionnant comment est-ce que ça part vite et comment est-ce que le besoin est là, la demande est là, puis l'investissement est aussi là. Est-ce qu'il match avec la demande? Est-ce qu'il répond à toute la demande? En tout cas, l'offre est en train de grandir. Juste pour ajouter là-dessus, Sarah, je me demandais pourquoi Bathurst avait connu la plus forte hausse des loyers au Nouveau-Brunswick parmi les villes, mais je viens d'obtenir ma réponse. Je te remercie. Parfait. Alors,
malheureusement, on doit conclure notre séance aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Vraiment, cette séance est une opportunité de faire avancer ces conversations dans toutes les régions à travers la province. Puis, j'ai hâte de voir ce qui va se produire dans la région Chaleur. So we have to conclude this event, but thank you everyone for taking the time to join us today for the second virtual event of New Conversations 2.0. Pour plus d'informations sur cette initiative, veuillez visiter le site web Nouvelles Conversations à nb.com ou newconversationsnb.com. Vous trouverez également le calendrier de toute initiative, des liens pour s'inscrire aux sessions qui vont suivre, ainsi que toutes les ressources incluant la présentation de Richard, le rapport de la région de Chaleur et plus d'informations sur nos panélistes d'aujourd'hui dans les deux langues, alors en anglais et en français. All the New Conversations 2.0 sessions will be recorded and available on the website to be viewed by participants who weren't able to tune in live. Alors, merci pour tout le monde, puis bonne journée.